C'est parti là, Sylvain? Oui, ben, ça y va. Allez, c'est parti. Donc, on est au 4e jour de confinement avec l'an 01. D'abord, je remercie, je te remercie, écoute, tant qu'à faire. Je te remercie, Sylvain. Je remercie nos invités d'aujourd'hui. Donc, il y a Sabrina Ali Ben Ali qui est donc médecin à l'hôpital. Et on aura Cynthia Fleury qui, elle, est philosophe. Ah, t'es pas médecin à l'hôpital? Je vois non. Ah, tes urgences à domicile, d'accord. Excuse-moi, je ne savais pas. Donc, vous ne l'avez pas à l'antenne, mais moi, je l'ai. Euh, et donc, elle me corrige, mais je croyais que c'était donc les urgences à domicile. Avec Sabrina Ali Ben Ali et Cynthia Fleury, qui viendra ensuite, qui, elle, est philosophe et aussi philosophe à l'hôpital. Je remercie aussi, surtout, nos bénévoles. Donc, parce que quand il y a une émission, souvent, après, il y a une transcription. Pourquoi? Pour que ça m'aide à écrire le bouquin. Donc, du coup, les propos qu'on va tenir avec Sabrina et avec Cynthia, ils sont transcrits et ça m'aidera à écrire des chapitres du bouquin. Et donc, pour ça, il y a eu comme transcripteur, il y a eu Armoise, Cathy, Robin, Mag, Fab, Christopher. Et au standard, parce qu'on reçoit des centaines de messages, donc il faut faire un tri qui est énorme dans les contributions des auditeurs internautes. Il y a Isabelle, Dimitri, Sandrine et Linda, c'est-à-dire le bureau de Picardie Debout, qui s'est appliqué à faire le standard et opérer un tri parmi les messages. Je vais partir d'un papier de Frédéric Lordon sur son site, sur le site du Monde Diplo, qui s'intitule « Ces connards qui nous gouvernent ». Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est Frédéric Lordon, mais c'est même pas Frédéric Lordon qui le dit. Il cite Claude Askolovitch, donc, qui est journaliste à France Inter et au Nouvel Observateur, qui lui-même cite un ami psychologue. Bon, c'est un mot qu'un député ne doit pas prononcer, mais on va dire que quand même il y a une certaine nullité. Alors, comme si on est dans le temps de l'union sacrée, qu'on doit faire bloc, qu'on est tous derrière le chef de l'État, qu'on est tous ensemble, que c'est la nation unie et tout ça, on peut pas. Et en plus, même quand ils sont irresponsables, ils savent se donner des airs de responsables. Ils ont le costume qui vont avec, ils ont les mots sérieux qui vont avec, et donc ils peuvent dire des horreurs, mais de manière tout à fait en paraissant légitime et ainsi de suite, qu'on ait du mal à les contredire. Mais il y a quand même une nullité qui éclate chaque jour. Bon, vous savez que mon préféré, ça reste quand même Emmanuel Macron, quoi qu'il arrive. Mais quand la veille de décréter la fermeture des écoles, il balance un tweet en disant « Nous ne renoncerons à rien, surtout pas à rire, à chanter, à penser, à aimer, surtout pas aux terrasses, aux salles de concert, aux fêtes de soir d'été, surtout pas à la liberté » et qui l'enjoint, pour des raisons de patriotisme et de civisme, à aller au maximum dehors et qui ne comprend pas que 4 jours plus tard, on n'est pas complètement viré à 180 degrés et qu'il y a des gens qui continuent à sortir dehors. Mais il y a un manque de préparation. Alors, ce matin, pour mon travail de rédaction, je relisais le discours du chef de l'État de jeudi soir où il disait nous avons été alertés et avec les médecins, avec les hôpitaux, nous sommes préparés depuis des semaines. Mais on se demande comment ça se fait que quand on se prépare depuis des semaines, voire des mois, nous disait-il, il n'y a pas de gel, il n'y a pas de masque et surtout, il n'y a pas de test non plus. On verra ça avec Sabrina Ali Ben Ali peut-être tout à l'heure, mais il n'y en a pas pour les soignants et il y en a encore moins pour les patients. Et surtout, là où, vous le savez, c'est la grande imposture qui, moi, me porte depuis le début de cette crise. En fait, je vais vous raconter pourquoi ça m'est venu. C'est que, donc, j'entends le chef de l'État, je l'entends jeudi soir et je l'entends lundi soir, où il prône confinement, et où il dit qu'on peut quand même sortir pour faire de l'activité physique. Donc, je suis allé faire mon footing le long du chemin de Halage, qui se trouve juste là, le long de la Somme. Il n'y avait personne, donc il n'y avait pas de risque de se postillonner dessus. Mais en revanche, je vois de l'autre côté de la Somme, j'entends des chantiers de bâtiments qui sont en train de fonctionner et je vois les gars avec leurs casques qui sont en train de bosser. Et c'est là que ça me vient et c'est là que je me dis, mais bon sang. Alors, ça veut dire que par temps de confinement, en fait, eux, ils continuent de travailler normalement. C'est là que j'ai pris mon téléphone et que je fais le tour des boîtes de Amazon, de Valeo, de Dunlop, des auxiliaires de vie sociale pour voir un peu comment ça se passait et où ils continuaient à travailler. Alors, il y avait des grèves, on allait voir, enfin des grèves, des droits d'alerte, on allait voir la direction, demander à la direction d'arrêter de travailler dans un certain flou. Parce qu'il y a eu un flou, je refais l'évolution du discours en la matière, mais il y a eu un flou de Macron dans son discours initial, il voyait bien qu'il y avait un problème, donc il a dit toutes les entreprises doivent s'organiser pour faciliter le travail à distance sans trop dire ce qui arriverait à celles qui ne pouvaient pas le faciliter. Ensuite,
On a eu Bruno Le Maire qui a dit que les activités indispensables, il fallait les poursuivre. Il faut que les marchandises alimentaires puissent circuler, qu'il y ait de l'électricité, de l'eau potable. Et personne n'imagine le contraire. Mais comme les salariés et les patrons eux-mêmes, ils ne savaient pas trop ce qu'il fallait faire, s'il fallait fermer boutique ou pas boutique, au fur et à mesure, la doctrine du gouvernement, elle s'est complètement clarifiée. Et jusque au message final de Muriel Pénicaud, appuyé par Bruno Le Maire, appuyé par le chef de l'État, qui vient nous dire, quand un syndicat, qui vient au contraire sermonner les patrons qui ne font pas bosser leurs salariés. Quand un syndicat patronal dit aux entreprises arrêtez d'aller bosser, arrêtez de faire vos chantiers, ça c'est du défaitisme. Mais quelle est la guerre qu'il s'agit de mener là? C'est une guerre contre le coronavirus ou bien c'est une guerre contre les salariés, contre les entreprises qui ne travaillent pas? Est-ce que c'est toujours la guerre pour la croissance? Les entreprises qui ne jouent pas le jeu, c'est toujours Muriel Pénicaud, qui se disent l'État payera, ça n'est pas du civisme. Et il paraît qu'elle a envoyé une note donc à la au direct, donc au service du travail dans tous les départements, pour leur dire de challenger, donc de forcer en fait les entreprises qui souhaitent fermer leurs portes sous la pression de salariés inquiets pour leur santé. C'est-à-dire que quand les salariés vont voir les directions d'entreprise en disant bon voilà, nous on demande à poser un droit d'alerte, on demande à arrêter de bosser, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, leur dit non, il faut que vous les challengez, il faut que vous fassiez votre maximum pour qu'ils continuent à bosser normalement. Et d'où la prime ensuite de Bruno Le Maire et l'appui du chef de l'État à la responsabilité civique des entreprises pour poursuivre leur activité lorsque cela est possible. Donc du coup, on se demande aujourd'hui quel est le but qui est poursuivi. Est-ce que le but qui est poursuivi, c'est de continuer et de maintenir la croissance, de maintenir l'activité pour que l'économie soit toujours le cœur de l'objectif central, ou bien est-ce que le but, c'est vraiment la lutte contre le coronavirus? Et là, il y a vraiment une très grande ambiguïté en fait qui se clarifie. Et donc, il faut surtout continuer de bosser. Ça paraît être la priorité malgré tout. Donc là, j'ai vu les témoignages des médecins qui disent stop, maintenant, il faut arrêter ça. Il faut aller vers du confinement et il faut que les gens ils arrêtent de travailler, surtout dans des entreprises où il peut y avoir plusieurs dizaines et plusieurs centaines de personnes. J'ai vu des courriers qui circulaient en ce sens. Alors, on a reçu, je l'ai dit, plein d'alertes. On a reçu, par exemple, comme alerte, un message de Thierry, qui est gestionnaire de paye en fin de droit, en ASS, et qui est, du coup, sans domicile fixe. Et il écrit ceci. Je suis SDF, je vis dans ma voiture depuis 5 mois. L'épidémie crée des situations aberrantes. Plus un seul endroit où aller, ni bar, ni médiathèque, rien. Plus du tout de lien social. Les SDF sont donc confinés dehors. Ça refait penser au film, comment il s'appelait le film Enfermé dehors de… Tu connais pas? Ah, bon sang, c'est quoi le comique là? Bon, tiens, si vous me retrouvez le comique, il y a un DVD de Merci Patron à gagner. Mince, comment il s'appelle? Ah, là, Enfermé dehors, ça te dit rien? Bon, tu me le dis dès qu'il y a une bonne réponse. D'accord, bon sang. Hein? Oui, Albert Dupontel qui a fait le film Enfermé dehors. Ben oui, c'était un comique au départ. Bon, d'accord. Et bon, donc Thierry fait part de ça, alors que les autres sont confinés chez eux. Et en plus, les déplacements étant réglementés, je suis susceptible d'être harassé par la police sans cesse, car n'étant pas dans un chez moi à aucun moment. Les SDF ont donc le droit seuls d'être entièrement et pleinement exposés au Covid-19 et aux amendes si on tombe sur les crétins à casquette. Espèce plutôt courante. Bon, ça, je ne me prononcerai pas là-dessus. J'aime bien le témoignage aussi de Sébastien, conseiller en assurance. Enfin, j'aime bien, mais c'est hyper triste. Mais bon, écoute. Vendredi 13 mars, avant la mise en quarantaine du pays, la mère de mon épouse décédée des suites de son cancer. Nous devions lui rendre un dernier hommage ce vendredi 20 mars, jour de printemps. Nous espérions lui offrir des obsèques qu'elle méritait. C'était une femme toujours au service de son entourage. Elle s'occupait de ses voisins âgés, comme on en compte beaucoup dans les petits villages de campagne. Aujourd'hui, sa famille proche est obligée de dire à toutes les personnes qui souhaitaient venir pour ce dernier moment qu'aucune cérémonie publique n'aura lieu. Nous ne ferons pas de veillée car les regroupements familiaux sont interdits. Malgré cela, mon beau-père reste digne dans la douleur face à cette ignominie. Bon, il poursuit. Par contre, dimanche, envoyer les électeurs au vote était indispensable et ainsi de suite. Bon, mais même continuer de fabriquer des rétroviseurs et des embrayages est apparemment indispensable. On va entamer la discussion avec Sabrina. Ça te va, Sylvain? Donc, bonjour Sabrina. Ah, non, ça ne marche pas. Bonjour Sabrina. Bonjour. Je te remercie d'être là parce que tu sors du boulot, là, c'est ça? Oui, je sors de la régulation, oui. Qu'est-ce que ça veut dire régulation? La régulation, c'est-à-dire que nous, dans notre service, aux urgences médicales de Paris, on est
tour à tour sur le terrain, c'est-à-dire qu'on est en voiture et que un dispatcher qui a reçu les appels nous envoie les gens à aller voir au domicile avec le motif d'appel. On les examine et on évalue plus ou moins s'il va falloir un maintien à domicile, un transport en ambulance ou alors un SAMU avec une équipe médicale. Et donc ensuite vient le médecin d'être à son tour en régulation, c'est-à-dire qu'une fois que les assistants de régulation médicale ils prennent les informations, l'adresse, les codes, les téléphones, tout ça, et le motif d'appel, nous, on évalue la gravité et ensuite on hiérarchise la priorité de l'appel pour dire à nos médecins s'ils doivent le voir dans un délai urgent, prioritaire ou standard. Et alors, depuis le début de la crise, comment a évolué ton activité de régulation? Oh bah, elle a été largement multipliée. Donc nous, on a doublé nos effectifs à mon travail. Euh, Là, c'est les communications, surtout avec le SAMU, qui sont devenues de plus en plus difficiles parce qu'ils ont été saturés d'appels. Là encore aujourd'hui, j'ai une de mes collègues du SAMU qui me disait là qu'ils étaient épuisés physiquement et mentalement pour nombre d'entre eux. Surtout suite aux appels massifs de la semaine dernière, en fait. Il y a eu une erreur, clairement, de les mettre en première ligne devant des conseils simples. Le 15, c'est un appel d'urgence vitale qui a été, lui, saturé. Et ensuite, même nous, sur des lignes de professionnels, des lignes qu'on ne doit utiliser qu'en cas d'urgence vitale, et bien même celle-ci, quand on doit transférer une suspicion d'infarctus, d'embolie pulmonaire ou d'AVC, il nous arrivait parfois de devoir attendre 20-30 minutes pour passer les appels au SAMU. C'est-à-dire qu'il y a un risque de dommage collatéral, comme il y a la crise du coronavirus, tout ce qui est de l'ordinaire, entre guillemets, mais tragique, mais risque d'être moins bien traité. Bah, risque d'être moins bien traité. C'est pour ça qu'on essaye, nous, de diffuser des messages pédagogiques et d'informer les gens. Malheureusement, on estime que les autorités auraient dû choisir un numéro seulement dédié au coronavirus et seulement à lui seul. Et donc, on essaye, nous, un petit peu de rattraper certaines bourdes derrière en disant aux gens vraiment n'appeler le 15 qu'en cas d'urgence. Et l'urgence, c'est ne pas arriver à respirer ou alors être vraiment sûr qu'il se passe quelque chose de l'ordre de l'urgence vitale. Sans ça, on peut appeler les médecins de son quartier, de la téléconsultation, SOS médecins, les urgences médicales de Paris, etc. Pour pas surcharger et permettre aux personnes de continuer à être sauvées, même avec le coronavirus, continue de faire des infarctus, des AVC, des phlébites, tout ça est normal. Et toi, là, est-ce que tu as rencontré des cas de coronavirus? Ah bah oui, nous on en voit déjà des dizaines depuis 2-3 semaines. C'est bien pour ça qu'on a alerté très très tôt les autorités devant notre manque d'équipement parce que malheureusement on y va à poil comme on dit. Nous on voit bien quand on transfère, on a tous eu plusieurs cas de retours positifs puisque les hôpitaux nous appellent pour prévenir qu'ils sont positifs et qu'on essaye d'être prudent. Et on se rend compte qu'on est donc des vecteurs malgré nous-mêmes puisque on y allait jusqu'alors avec juste un masque chirurgical. Donc, quand on reste dans des endroits confinés, comme les appartements parisiens, qui sont souvent pas grands, quand il y a 1-2 personnes contaminées dans l'appartement, qu'on touche, qu'on pose nos affaires, notre sac à dos, on a beau essayer de prendre un maximum de précautions, on est habillé en civil, on n'a pas de charlotte, on n'a pas de surblouse. Donc on traîne le virus avec nous et ensuite on le transporte et en plus potentiellement chez des patients fragiles avec des cancers, avec du diabète, de l'hypertension. Donc c'est pour ça que si on ne veut pas nous-mêmes saturer les lits de réa, il faut à tout prix qu'on nous envoie des équipements rapidement pour pas être nous-mêmes des vecteurs et aussi prendre des risques pour nos vies à nous. Et quel type d'équipement, du coup, il vous manque là? Il nous manque principalement des masques FFP2, c'est-à-dire ceux qui nous protègent, puisque les masques chirurgicaux ne protègent pas les soignants. Surtout dans les soins qu'on fait, il nous manque des surblouses, des charlottes, des surchaussures, tout ce qui est jetable en fait. Comme protection. Heureusement, grâce à la solidarité et aux divers appels qu'on a fait sur les réseaux sociaux, pendant ma régulation, la sonnette a sonné toute la matinée de livraison, de restaurateurs qui envoyaient des blouses jetables, des charlottes. Là, on a évalué qu'on pouvait tenir une quinzaine de jours pour l'équipe sur les masques FFP2.
en les gardant malheureusement plusieurs heures, clairement. On ne peut pas en avoir un par utilisation. Et ce sont des masques FFP2 pour la majeure partie périmés. Hein. Ceux de la grippe H1N1, toujours mieux que rien. Et pour les tabliers sur blouse et Charlotte, on a peut-être une semaine. Une semaine d'avance. D'accord. Et le gel hydroalcoolique, vous en avez ou pas? On arrive à en avoir, on fait des commandes en fait, on fait un petit peu le système D, hein. Tout le monde commande à droite, à gauche, dans les pharmacies, sur les sites internet de matériel médical pour essayer de s'équiper, mais on l'économise en faisant un maximum de nettoyage avec des lingettes et vraiment se servir du gel hydroalcoolique que pour nos mains avant et après avoir vu les malades. Parce que vous en faites des économies. Vous évitez d'appuyer trop souvent sur le gel pour l'économiser. Oui, ben, bien sûr, étant donné qu'on voit on a les nouvelles des stocks qui s'épuisent, donc on ne veut pas nous aussi priver nos collègues hospitaliers des stocks. Alors aux dernières nouvelles, c'est un produit qui peut se fabriquer assez facilement, donc il est probable qu'on puisse avoir accès, mais là effectivement, afin de pas trop taper dans les stocks, on essaye d'être prudent, mais surtout voilà parce que le lavage de main peut être aussi efficace que le gel hydroalcoolique. Le gel, on s'en sert beaucoup parce que nous, on a un exercice particulier en voiture et en se déplaçant au domicile. Malgré tout, on peut toujours demander aux gens d'ouvrir leurs portes et de nous prêter leur savon au poussoir. Par contre, pour des masques FFP2, des surblouses et des charlottes, ça, on n'a aucun autre moyen que de recevoir des équipements. Et comment tu expliques que dans un pays comme la France, qui va passer à la 5G, qui va passer, nous annonçons, qui prépare la 6G, on ait du mal à avoir des masques, du gel, enfin des produits qui sont relativement de base ou des charlottes? Bah, j'aimerais bien le savoir. Hein. Nous, on est les on est les derniers de la chaîne. Hein. On est sur le terrain. On y va. Maintenant, les questions de savoir pourquoi on n'en a pas, ça, je suis pas une spécialiste des stocks. On était juste un petit peu surpris puisque tant qu'elle était encore ministre de la Santé, Madame Buzyn, il y avait des millions de masques disponibles. Monsieur le président a encore fait un discours. On nous a dit qu'on allait nous distribuer des masques FFP2. Or, c'est un mensonge. On a rien reçu. Et moi, à ma pharmacie, on m'a donné 5 masques chirurgicaux uniquement. 5 masques chirurgicaux, je fais même pas une nuit de garde. Et en plus, j'essaye d'en donner aux patients qui sont symptomatiques, qui vivent dans des appartements de manière un peu confinée avec plusieurs personnes pour qu'ils essayent de ne pas contaminer les autres dans leur entourage. Donc clairement, c'est pas tenable. Tu as écouté le discours d'Emmanuel Macron de jeudi soir où il dit que voilà, à la nation reconnaissante ses infirmiers, ses aides-soignants, ses médecins à l'hôpital. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors moi je l'ai pas écouté, j'étais de garde, j'ai entendu après effectivement juste les phrases qui ont circulé sur les soignants dont on a eu écho et puis ces communications par Twitter. Bon, clairement nous on a quand même du mal avec l'héroïsation du discours. Nous, on n'a pas envie d'être brossé dans le sens du poil. Clairement, aucun d'entre nous n'est un héros. On a fait des études et on met notre savoir au bénéfice de la population. Ça, c'est notre devoir et c'est notre travail, c'est ce qu'on sait faire de mieux. Maintenant, au lieu de nous brosser dans le sens du poil, il faudrait fournir les équipements. Et ensuite, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser l'hypocrisie de ces déclarations et de nous surnommer des héros, alors que ça ne semble pas trop le déranger, que depuis plusieurs années, on tire la sonnette d'alarme et que les héros se suicident, fassent des burn-out, soient sous anxiolytiques, etc. Peut-être avec le manque de protection, j'ai lu juste avant de vous rejoindre le communiqué de l'intersyndicale des internes qui signifie que nous avons 2 internes déjà en réanimation, probablement faute de protection, sur des soins qui ont été donnés sans être protégés. Donc voilà, on n'a pas besoin de ça, on a besoin d'écouter les revendications. Je rappelle quand même qu'après presque un an de mouvement, ceux qui sont sur le pont aujourd'hui, encore une fois, ont eu aucune des revendications demandées qui n'a été satisfaite.
Donc voilà, aujourd'hui, on se rend bien compte que nous avions raison tous, encore une fois, que l'hôpital public est nécessaire, qu'il ne peut pas répondre à des impératifs de rentabilité et crise. Il est évident qu'on va payer le manque de lits, le manque de soignants, le manque d'effectifs qu'on ressent depuis des années et de matériel. C'est évident que ça fera des pots cassés supplémentaires. Là, tu as écrit donc un livre qui s'appelle La révolte d'une interne aux éditions du Cherche Midi. C'était justement pour alerter sur la situation de l'hôpital et de la santé en France. Mais est-ce que tu penses qu'on va en sortant de la crise du coronavirus, ça va rester et que du coup, il va y avoir des moyens supplémentaires là qui vont être donnés à l'hôpital? Sachant que là, il n'y a pas eu de budget rectificatif de la sécurité sociale. Il y a un budget rectificatif de Oui, 45 milliards pour redonner des marges de manœuvre aux entreprises, mais il n'y a pas de budget rectificatif de la sécurité sociale pour tout de suite redonner des marges de manœuvre à l'hôpital. oui, oui, bah, nous, de toute façon, on les attend au tournant, hein. Là, clairement, pour nous tous, il y a un avant, je crois, hein, qu'il y aura un avant et un après coronavirus. Il y avait déjà la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase avec les dernières agressions de soignants et les suicides qui nous avaient mis dans la rue, dans les manifestations, les clips, les tribunes et toutes les formes de mobilisation qu'on a fait ces derniers mois. Mais là, il est évident que euh, il y aura on attend tous les leçons tirer après cette crise. Aujourd'hui, clairement, on a le nez dedans. On n'a pas le temps de faire autre chose que de penser à ça, hein. Les alertes Covid-19 apparaissent sur nos téléphones toutes les heures avec des nouvelles informations et on est sur le pont pour faire de notre mieux afin de suivre tous nos patients. En ce qui me concerne, c'est de la téléconsultation une fois sorti du terrain pour les suivre. Donc là, clairement, j'ai moi pas eu le temps en tout cas de me tenir au courant de ce qui est prévu. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'acceptera plus des plans de loi de financement de sécurité sociale inférieurs aux besoins, qu'on n'acceptera plus qu'on pioche dans les caisses de l'assurance maladie pour satisfaire les intérêts d'un plus petit nombre, parce que c'est pas possible et c'est quand même une crise qui intervient pas encore une fois n'importe quand. Voilà, le fait qu'elle intervienne à ce moment-là, elle vient justement montrer à quel point c'est indispensable et très probablement, on aurait pu répondre mieux à cette crise s'il n'y avait pas eu cette décennie avant d'économie budgétaire, d'économie de matériel, d'effectifs, de personnel et de gens qui sont déjà physiquement et mentalement épuisés. Tout le monde va faire de son mieux, mais il est évident que on aurait d'ici là, je pense que si cette chose-là avait eu lieu il y a 10, 15 ans, probablement qu'on serait plus en capacité aujourd'hui de répondre à tout ça, de ne pas avoir un 15 saturé, de ne pas avoir des personnels déjà épuisés, alors qu'on n'est même pas à 2 semaines d'évolution. On verra dans quelques semaines les leçons à tirer de tout ça. Mais il faut en tout cas continuer à témoigner de la solidarité avec les soignants. Il va falloir Donc pour l'instant, surtout que le pour gouvernement, dans l'instant, un premier temps, ouais, c'est pour toi, c'est pour toi. Allô? ouais, j'écoute la question. Ah, d'accord. Ouais, je Donc suis là, là. pour l'instant, tu gères les urgences, enfin, vous gérez les urgences comme médecin pleinement dévoué à la situation sanitaire et à l'urgence médicale. Et ensuite, ça sera le temps du syndicat et le temps de la politique qui viendra post-crise du coronavirus. J'ai pas très bien entendu, mais oui, bien sûr. Après, ça sera le temps des règlements de compte, comme on dit. Vous imaginez quand même tous bien la tête qu'on a fait quand on a reçu les par Le Monde du fait que Madame Buzyn était déjà au courant de la crise qui s'annonçait et qu'on nous a donc laissé volontairement traverser cette crise-là et la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On imagine quand même bien, quand on sait aujourd'hui qu'on n'a même pas assez de masques, de gel hydroalcoolique et de gants, et qu'on sait qu'on a maintenu les élections municipales et qu'on a peut-être fourni du matériel dans des centaines de milliers de bureaux qui s'avérait indispensable aujourd'hui, pas pour faire mumuse, non, pour la survie de concitoyens, pour pas que des gens en EHPAD, des auxiliaires de vie, des infirmières à libéral à la maison contaminent
leurs patients derrière les autres. Donc là, clairement, il y a plusieurs choses de la chaîne qui ont clairement déconné, comme le choix de la présidence de ne pas respecter les consignes de l'Organisation mondiale de la santé et de faire le choix de l'immunité en pariant donc sur la vie des gens que ça allait bien se passer, à pardonner, et que je pense la majorité d'entre nous Voilà. Ça bug un peu, Sabrina. avec la... Ça bug pas mal, là. Ah, ça bug pas mal. Ouais, ouais. Bon, écoute, je te remercie beaucoup. Merci vraiment. Et puis, donc, tu seras l'une des co-auteurs, malgré toi, de mon prochain bouquin. Ah, bon, voilà, en ça tout bug, message, je sais pas si en me rapprochant de la fenêtre, c'est mieux. Ah, ouais. 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 Bof. Si c'est un petit peu mieux vers ma fenêtre, je sais pas, bof. Ouais, bof. Bon, je te remercie beaucoup, Sabrina. Et je te remercie d'avoir pris. Ah. Je te remercie d'avoir pris ce temps-là. Je te remercie d'avoir pris ce temps-là, Sabrina, d'autant que tu es au boulot depuis 7 heures du matin pour faire de la régulation dans les urgences. Donc, merci beaucoup à toi, surtout. Ouais, je n'entends plus rien. J'entends plus rien. Bon, bah, salut, je te remercie beaucoup. Je vais faire une introduction. Il y a Cynthia Fleury qui vient d'arriver. Je vois, c'est super. Bonjour Cynthia. Je vais faire une introduction. Hier, je parlerai de le bouquin que je suis en train d'écrire après, même si je fais un compte rendu quotidien. Mais hier, je faisais un compte rendu qui finalement fait écho à un papier que tu as écrit sur le Kairos. Le Kairos, c'est le moment que politiquement on peut saisir ou pas. Donc là, pour introduire ça, je disais que l'un de mes héros s'appelle Maurice Crégel-Barimont, qui était l'un des hauts dirigeants de la résistance, l'un des responsables militaires de l'action armée de la résistance, et qui me disait que quand l'histoire grandit, les hommes grandissent avec, et c'est beau à voir. D'ailleurs, vous savez bien à quelle vitesse ensuite on revient en arrière à toute allure en y mettant la cravache. Et donc, il avait conscience, quand il était à la Libération, qu'à ce moment-là, il fallait agir très vite, parce que très vite, aussi, le pays serait remis sur les rails du bon sens étroit, du pragmatisme absurde, du réalisme philistin, et finalement la bourgeoisie, il y avait un manche qui branlait et la bourgeoisie reprendrait les rênes du manche et viendrait dire c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et je citais aussi Ambroise Croizat, on est en plein dans l'histoire de l'hôpital, en plein dans l'histoire de la sécurité sociale, qui disait ceci, comme on lui demandait d'arrêter de faire la sécurité sociale parce que c'était pas le moment. Et il disait parce que il y avait le pays était en ruine, il n'y avait plus de ponts, il n'y avait plus de routes et tout ça. Et il s'adressait à l'Assemblée, à ses collègues, enfin aux parlementaires, notamment du centre, du MRP, tout ça, qui ne voulaient pas qu'on fasse la sécurité sociale maintenant. Et il disait le peuple de France n'attend pas, il ne comprend pas les oppositions à un système qui soulagera sa misère et lui donnera pour la première fois de son histoire le droit légitime de se soigner, d'être tranquille, de vivre enfin dans la dignité. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'à l'époque, il y avait une chance à ce moment-là, il y avait une chance de pouvoir construire ce vaste plan de sécurité sociale qu'il a mis sur pied avec Pierre Laroque, entre autres, et puis des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes dans le pays, parce que très vite, on viendrait lui dire ça va pas être possible, ça va pas être possible, ça va pas être possible. Et je dis ça parce que Cynthia, tiens, tu peux faire venir Cynthia, tu viens de publier un tout petit papier. Je me demande comment. C'est pas vendu, ça? Si? Non, c'est accessible en ligne gratuitement. Sur le site de Gallimard, alors, c'est ça? Voilà, c'est la contribution à la crise de Gallimard. Voilà, parce que tu avais publié un livre chez Gallimard, Le soin est un humanisme, et là, donc, tu fais un tout petit texte. Donc, tu es philosophe, entre autres, à l'hôpital, et d'abord, tu nous parles du confinement 3.0, c'est celui que nous vivons à l'instant présent, puisque je te cite, le confinement 3.0 a des vertus particulières, être dans la distance mais néanmoins connecté, c'est nous deux. Bon. Voilà. Voilà. Merci d'être là et bonjour. Et ensuite, tu as ces phrases. Oui. S'offrir une occasion à moindre coût de redécouvrir les bienfaits de la solidarité, des services publics, de l'étroit de droit et social combinés, articulés, alliés toujours, qui ne sont rien sans l'autre. Et tu dis qu'en gros, il y a un kairos aujourd'hui à saisir. Et là, toute l'angoisse, l'une des angoisses que tu peux avoir, c'est est-ce qu'on va être capable de saisir ce kairos, donc saisir cette chance, ce moment. Donc en fait, c'est comment
transformer cette crise en quelque chose de positif pour demain. C'est bien ça l'enjeu pour toi. Oui, c'est l'enjeu. Bon, maintenant, voilà, hein, c'est un enjeu, je pense que tout le monde en a absolument conscience. Ton texte disait quasiment la même chose, c'est-à-dire comment on fait pour que précisément quand on a eu cette rencontre avec un moment inédit, avec l'histoire, avec une évolution, un levier possible d'évolution, comment on fait pour que cette conscientisation qui se joue là en ce moment et qui est quand même forte perdure. Et comment, voilà, qu'est-ce qui va se passer dans cet après. Et c'est vrai que c'est un enjeu et on sait que les forces à la fois d'inertie et de courte vue seront de nouveau très très présentes. Et en même temps, on voit bien que demain, la récession économique qui est quand même annoncée nous oblige, mais nous oblige littéralement à produire une autre manière de penser, bien évidemment, la mondialisation et comment dire, la relation, bien évidemment, entre les travailleurs, l'entreprise, les indépendants et l'économie, etc. Donc voilà, c'est ça l'enjeu et l'histoire nous a montré les deux. L'histoire nous a montré qu'il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas de linéarité. Parfois, effectivement, pour reprendre la citation, on grandit avec l'histoire et puis parfois non. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça bascule du bon côté et que ça nous serve, que ça devienne une chance? Alors, je mets beaucoup de guillemets à chance, évidemment, parce qu'on a entendu le témoignage de Sabrina. On sait qu'il y a plein de personnes qui sont touchées et que c'est pas, voilà, mais comment on fait pour une crise, de toute façon, c'est toujours quelque chose de négatif, mais comment on fait pour en sortir avec quelque chose de positif? Justement, il va falloir réinventer des modes de vie. Alors, il y a des choses très simples hein, qui peuvent être intéressantes parce qu'elles peuvent nous aider à être moins prédateurs en termes de comment dire des ressources. On voit que quand même si je sais qu'il n'y a pas de transition écologique du numérique aussi simple que ça et qu'il va falloir aussi voir comment faire de l'écolo numérique compatible, mais il n'empêche que le télétravail, etc., est en train de montrer que c'est possible, même si c'est compliqué, mais que c'est possible. L'enseignement à distance, etc. Il y a des choses assez simples qui peuvent nous aider et qui peuvent nous permettre voilà, d'avoir des vies parfois plus simples et de pas aller mourir dans les embouteillages pendant des heures et des heures, etc. Ça, c'est le niveau minuscule, mais qui est quand même dans l'ordinaire de nos vies assez présent. Et puis, en revanche, au niveau plus lourd, ça va être hélas, des mouvements sociaux, parce qu'on voit très bien que si la pression ne vient pas de la société civile, des citoyens, le business as usual des politiques et la politique d'austérité budgétaire européenne reprendra la main et ce sera encore quelque chose qui sera porté exclusivement par les peuples. Donc ça, c'est du mouvement, c'est du retour, c'est de la pression par la lutte sociale. Ça paraît assez, hélas, évident. C'est-à-dire que la question, parce que ça ne se fera pas de manière spontanée. Ça, je n'y crois absolument pas. Je pense pas, si tu veux, que voilà, le grand tournant sémantique de Macron ces derniers temps soit et amène un tournant politique. Je ne le crois pas, mais maintenant j'espère, mon Dieu, j'espère avoir tort, et je ne vois que quand même le levier vers l'espoir dans tout simplement des mouvements sociaux, mais des mouvements sociaux qui vont produire de fait aussi une alternative et pas que de la résistance. Donc ça aussi, qu'est-ce qu'on va produire de façon programmatique, c'est important. Je dois dire que j'ai vraiment aucune illusion sur Macron, tu imagines bien, mais pour une raison supplémentaire, je vais te dire parce que au fond même, j'ai péché par naïveté au début de son discours. Je me suis dit bon, là il y a une prise de conscience, fut-elle temporaire, mais on ouvre une parenthèse où c'est l'humain qui va dominer, au moins pendant le temps de la crise sanitaire. Mais c'est faux. Je suis désolé, Cynthia, mais pour moi c'est faux. Même pendant cette crise sanitaire, ils ont encore des objectifs qui sont des objectifs économiques. L'économie continue à perdurer pendant le temps de la crise sanitaire. Tu vois, tous les jours, moi, j'ai des gens
de chez Amazon, de chez Valero, de chez Danone, comment ça se fait qu'on fait travailler des centaines de personnes dans des lieux fermés en même temps qu'on nous dit que ce qui doit prévaloir, c'est la santé? Bon, alors ça c'est très compliqué et j'ai pas tout le big shape, mais on sait très bien que la combinaison des crises, elle est mortifère. Et cette combinaison, c'est le sanitaire qui enclenche une précarité économique très 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 forte et va y avoir véritablement des morts sociaux. Hein, par ailleurs demain une crise sociale peut-être sans précédent. Donc si vous voulez que le gouvernement tente de manier des légitimités à la fois sanitaires et de maintien de vie économique et de maintien de vie démocratique, on le comprend. Après, les arbitrages qui sont les siens, ça je sais pas. Je sais pas si c'est judicieux de maintenir tel ou tel corps de métier plutôt que tel autre, etc. Mais ce qui est certain, c'est que le principe de se dire, mon Dieu, comment on fait pour que on traverse cette crise majeure sanitaire et que les économies mondiales ne s'écroulent pas, parce qu'on a l'histoire a prouvé que ça peut être aussi des châteaux de cartes et que ça ne viendra pas produire du capacitaire. Donc voilà, maintenant, il est évident que… D'accord, mais c'est pas grave. Bien sûr, voilà. Et donc, et d'ailleurs, je vois que moi, pour le coup, pour accompagner en soutien psychologique, etc. Certes, les soignants, mais pas que les soignants, les patients lambda. Je peux dire que l'une des angoisses les plus grandes, c'est pas l'angoisse sanitaire, c'est l'angoisse économique. Hein, donc c'est ça qui se joue avec des indépendants qui sont en panique totale, avec des petites agences qui ont mis 20 ans, 25 ans pour produire quelque chose, mais en l'espace de quelques mois, tout peut disparaître. Et c'est ça, demain, ce plan Marshall, je ne sais pas comment on l'appellera, mais il faut absolument qu'il soit là. C'est-à-dire que là, on va rentrer dans un temps de la responsabilité, même pas sociétale des entreprises, mais humanitaire quasi. Ça va être un enjeu absolument considérable d'être ensemble dans cette phase-là. Mais alors, tu crois que les entreprises, et je parle des multinationales par exemple, elles vont… comment on va faire pour qu'elles prennent des décisions humaines? Je suis quand même… Eh ben, on va faire, j'en sais rien. On va faire comme on peut, c'est-à-dire pression. On va être dans des rapports de force nouveaux. On va peut-être pratiquer davantage et être désagréable sur des questions de name and shame et donc avoir un rapport au lanceur d'alerte, puisque le lanceur d'alerte aujourd'hui, on l'a surtout orienté vers le politique, la raison d'État défaillante ou vers la raison fiscale défaillante. Il n'y a pas que ça. Hein, il y a la grande boîte noire des multinationales et des gestes défaillants avec des choix économiques qui sont scandaleux, etc., etc. Et pas que des problèmes d'optimisation fiscale. Donc, il va falloir encore une fois… Tu m'as dit à un moment, parce que je te tutoie parce qu'on ne va pas faire Oui, comme oui. si c'était la première fois qu'on se voyait. Entre autres, je t'ai vu, tu vois, ça me traverse l'esprit là maintenant, le jour où il y a eu le vote à l'Assemblée du Oui, congé tout à de fait. deuil, où les macronistes ont refusé de donner un congé de deuil en disant que la vie de l'entreprise, quelque part, est primée sur la vie tout court. Et moi, je suis convaincu que, y compris même dans la période actuelle, ils n'ont pas renoncé à ce dogme-là. Mais c'est pas grave. Mais comment, tu m'as dit à ce moment-là, l'entreprise, les grandes entreprises, elles ne peuvent pas se penser comme étant hors état de droit et comme n'ayant pas de devoir. Tout à fait. Si vous voulez, ça n'existe pas. La liberté dans l'état de droit n'est pas une liberté de toute puissance. La liberté dans l'état de droit n'est qu'en interaction avec la liberté des autres. Donc, si votre liberté, c'est de détruire systématiquement celle des autres en détruisant leur égalité, c'est pour ça que le compromis social et l'état social, c'est la vérité de l'état de droit. Comme c'est arrivé historiquement après, on vit les choses de façon dissociée, mais pas du tout. D'ailleurs, on le voit. Là, ce qui est intéressant, c'est que on va restaurer quand même un peu de confiance envers le politique et envers la démocratie, précisément parce que l'État social est fonctionnant.
parce que les services publics sont là, parce que nos soignants sont dans la rue et qu'on les applaudit et que malgré la crise délétère qu'ils ont subie dans les urgences, ils sont là et ils font le job et ils disent on va en découdre, mais après. Et ça, c'est, si vous voulez, ce geste-là, bien évidemment que ça restaure une confiance dans la démocratie, mais c'est la solidarité nationale qui restaure ça, c'est pas autre chose. Donc, je pense quand même que, en tout cas, je l'espère, que les soignants vont continuer au-delà de la crise d'être très très dur pour récupérer des moyens et que les arbitrages qui sont les nôtres au niveau des pouvoirs publics vont revenir vers ce qu'on a appelé, Macron a parlé de décision de rupture concernant les biens non marchands. Bon, ben, il va falloir l'obliger, je ne sais pas encore comment, mais il va falloir l'obliger à ne pas se payer de mots, mais à faire que, encore une fois, ce tournant sémantique soit un tournant politique. On dit souvent la démocratie ça s'arrête à la porte des entreprises. Bon, moi, je dirais de temps en temps, là, en ce moment, j'ai l'impression que la santé s'arrête à la porte des entreprises, mais c'est pas grave. Mais est-ce que l'un des enjeux des temps à venir, c'est pas de faire rentrer la démocratie à l'intérieur des entreprises? Oui, c'est évident. En tout cas, l'enjeu, c'est de leur rappeler que oui, il y a un rôle public des entreprises privées. Voilà, c'est tout. C'est que ça n'empêche pas la question à un moment donné d'un profit, puisqu'on sait que le profit produit la conservation de l'entreprise, mais le profit ne peut pas être le seul critère d'une entreprise. Il y a, comme dans l'état de droit, il y a ce qu'on appelle l'indivisibilité des principes. C'est pas la sécurité versus la liberté, etc. C'est tout ça ensemble et c'est pour ça que c'est compliqué, mais c'est ce qui fait aussi la beauté et la difficulté et la gageure de la démocratie. Et demain, ça doit être pareil pour les entreprises. Alors, il y a des réflexions, mais prenons par exemple là la dernière réflexion qui est les entreprises à mission. Mais en fait, c'est une mascarade totale dans le sens où il y a zéro sanction. Alors c'est très charmant, ils font une raison d'être, ils font encore un grand discours, mais en fait derrière c'est très très peu, contraignant. Alors qu'on a déjà des statuts aujourd'hui, des labels qui sont fonctionnants et contraignants. Je pense à Bicorp ou à quantité d'autres. Donc, si vous voulez, il y a un nouvel âge de l'entreprise à mettre en place. Et ça, c'est pas à option, c'est pas opting in ou opting out. Ça doit être un nouvel âge pour l'entreprise dans le monde de demain. D'accord. J'avais l'idée, mais bon, est-ce que à la sortie de ce confinement, il ne faut pas d'emblée prévoir aujourd'hui qu'on va faire une énorme manif? Oui, je crois qu'il y aura beaucoup de monde. Pour en finir avec les cons, mais je crois que pour des raisons déjà purement psychiques et psychosomatiques, nous allons récupérer beaucoup de monde parce que quand même le confinement, même si en plus il est bien évidemment très différencié selon les uns et les autres et les classes sociales des uns et des autres, et franchement, voilà, mais il est clair que il y aura, je pense, une prime au fait de dire oulala, on a envie d'aller marcher et d'aller retrouver ce droit primaire et essentiel de manifester dans la rue. Mais plaisanterie mise à part, ce qui est certain, c'est que par exemple, vous voyez, il y a un conseil scientifique qui est auprès du président et qui est important parce qu'il permet de produire entre guillemets un consensus scientifique pour corréler des décisions notamment de restriction de liberté à partir, en tout cas, prenant en considération, bien évidemment, les acquis de la science. Mais c'est clair qu'il faudrait mettre en place une sorte de conseil économique d'emblée qui réfléchit de façon très concrète à la relance économique qui est un point essentiel. Et c'est un point à la fois essentiel en termes de vécu qui va nous arriver dans 6 mois ou plus, mais c'est même un point pour la résilience, si vous voulez, c'est-à-dire pour donner du courage à tous ceux qui traversent là et qui sont absolument mis en danger sur leur fin. Mais en même temps, dernière question, mais la relance de l'économique, mais pourquoi faire? Je lis là le dernier bouquin de Paul Jorion, j'en ferai une chronique à un moment, mais et il montre qu'au 19e siècle, il y a eu un abandon des fins au profit seulement des moyens. C'est-à-dire, on se donne. Et là, la question, je pense, s'il y a une question à se poser,
dans ce moment-ci, puisqu'on arrête tout, c'est quel est le sens et quel sens on va donner à l'économie. Si on y dit qu'on est en économie de guerre, c'est pour produire quoi? C'est pour faire quoi ensemble? Et je crains que si on a un conseil économique aux côtés du président de la République, il ne détermine pas quelles sont les finalités. Il va nous dire comment relancer une machine, mais sans nous dire vers où doit aller la machine. Ah ben non, tout l'enjeu c'est de produire comment dire, un conseil scientifique, un conseil économique qui précisément ait une collégialité, et ce n'est pas nécessairement, il faudrait pouvoir voir qui, comment, etc. Et d'ailleurs, de toute façon, je pense que quantité d'officines, de think tanks, de sociétés savantes vont se saisir toutes seules de cette nécessité de penser l'après dès maintenant et de voir comment on va rendre cet après opérationnel. Parce que tu as raison, si c'est pour simplement remettre les mêmes aux manettes et qui ont fait 30 ans de déconstruction de l'État social, de fait, c'est pas probant. Mais là, l'enjeu, c'est que la catastrophe, comment dire, la fragilité de la mondialisation systémique vient de taper. Et elle va retaper. Moi, le texte que j'ai écrit pour Gallimard, il s'appelle Répétition générale. Donc, répétition générale, ça veut dire que, en gros, à moindre coût, alors que déjà c'est c'est délirant ce qui est en train de se passer, mais quand même à moindre coût parce qu'on a une létalité en dernière instance faible, 98% des personnes touchées par le corona vont guérir, bien évidemment s'ils ont les soins, etc. Mais ça veut dire qu'à moindre coût, nous pouvons saisir l'opportunité, ce fameux kairos, pour enfin faire un autre seuil de la mondialisation, et que c'est bien évidemment une réflexion la plus collégiale possible. Mais on connaît ça, hein, c'est pas. Je suis désolée d'enfoncer des portes si vastes. Si tu avais une rupture à proposer, que tu vois, si on fait notre manifestation, pour qu'elle soit en positif, faut qu'on ait un socle commun, qu'on sorte de là avec quelques demandes qui soient communes, qui soient facilement compréhensibles par tout le monde. Qu'est-ce que tu aurais comme idée d'une rupture? Oh bah une vraie rupture, ce serait pour le coup quelque chose de contraignant en termes d'indivisibilité des principes pour la responsabilité sociale des entreprises. C'est-à-dire que ce soit pas simplement un opting in ou out, mais que ce soit une obligation. C'est-à-dire que voilà, toute une partie comment dire, de la production soit aussi à un moment donné dédiée à quelque chose qui vient valoriser les communs. Bon, et ça. Alors attends, si je mets sur ma banderole qu'il faut une indivisibilité des principes dans les entreprises pour aider à valoriser les communs, ça va me faire une longue banderole. Mais moi, je suis pas une très bonne pour les slogans des banderoles. Je crois que tout le monde l'a remarqué là, et que j'ai définitivement détruit ma réputation pour produire demain des slogans. Mais si je reprends la définition de Gaël Giraud, économiste, dont on connaît les travaux, c'était la redéfinition de l'article de l'entreprise, tout simplement. Donc, mais tout simplement, il faut quand même le poser. C'est-à-dire non pas le profit comme finalité, mais comme moyen au service d'eux. Ok. Donc, du coup, on appellera Gaël Giraud aussi. Ah, il faut appeler Gaël Giraud, il faut appeler Paul Jorion. Il y en a, voilà, il y en a plein effectivement qu'il faut solliciter dans ce moment. Surtout que là, pour une fois, tu peux les choper normalement. Ils sont coincés. Voilà. Normalement, c'est. Oui. Il y a du captif là, donc c'est maintenant. Ok, je te remercie beaucoup, Cynthia. Merci beaucoup. Au revoir. Salut, ciao, ciao. Alors, je vais revenir sur le bouquin. Je vais faire le jeu là. Le jeu. Tu as une rubrique jeu, non? Ah, le jeu, c'est cool. Vous avez vu, on a le machin maintenant. Le jeu, donc il y a toujours un DVD de Merci Patron à gagner. Il y a peut-être pour les deux premiers un DVD des Jeux du Soleil aussi. Ça fait écho à la discussion qu'on vient d'avoir à Cynthia Fleury, et puis en fait à plein de choses. Qui a dit, c'est vraiment plus simple que hier, je pense. Hier, ça a été long, mais qui a dit, la Révolution a fait du français un roi dans la cité et l'a laissé serf dans l'entreprise. Qui a dit ça? Ça va être marqué là ou pas? Je vais voir les réponses. Donc,
je termine sur… alors, je vais voir les réponses. Donc, qui a dit? Je ne sais pas si… Alors, il a mal fini. Il n'a pas eu de bol sur la fin. Ah, gagné. C'est gagné. Vanessa Guérard, elle a gagné. Bah, c'est la première, tu vois. C'est la première qui a répondu et j'avais dit que c'était facile. C'est Jean Jaurès qui a donc déclaré ça. La Révolution a fait du français un roi dans la cité et l'a laissé serf dans l'entreprise. C'était pas Philoche, c'était pas Stéphanie de Monaco, c'était pas Marat. Et donc on a Thibaut Poiron, il a déjà gagné hier. Donc franchement, on va pas lui renvoyer un DVD aujourd'hui. Ça va quoi. Bon, c'est pas le jeu des 1000 euros avec les super champions ou question pour un champion, tu restes tous les jours, Thibaut. Bon, voilà. Alors, je vais terminer avec le bouquin. Donc, où est-ce que j'en suis? J'ai terminé l'intro. Donc, normalement, on peut lire l'intro sur le site de l'an 01 et vous pouvez apporter vos commentaires, sachant que l'idée, c'est toujours qu'il y a en gros une page sur deux, une page avec ce que moi j'écris et une page avec ce qui est commenté par les internautes et les réflexions qu'il y a. Donc, j'attaque le premier chapitre. J'attaque le premier chapitre sur un point qui a été discuté là avec Cynthia Fleury, c'est-à-dire j'assumerai des décisions de rupture. Je commence par la fin du paragraphe, bizarrement, mais c'est parce qu'en fait, je crois qu'en fait, il n'y a même pas de parenthèse. On n'ouvre même pas une parenthèse et que on sait que d'ores et déjà, je suis convaincu que il n'y aura pas de décision de rupture demain parce qu'il n'y en a pas dans l'ordre des priorités, même dans la crise. Alors, on a reçu des propositions pour le bouquin. Hein. On a reçu des contributions, on en reçoit plein. Je crois qu'on en reçoit par centaines. Enfin, donc, c'est terrible à trier. Donc, je remercie tous ceux qui le font. Samy, du Haut-Rhin. Je veux que tout le monde qui fait cette proposition, je veux que tout le monde ait le choix de cotiser plus pour bénéficier de la Sécu à 100%, sans plus aucune complémentaire aux mutuelles privées. Bah oui, c'est vrai que si la santé, c'est quelque chose qui doit être en dehors du marché, ça doit être en dehors aussi des complémentaires et des mutuelles privées. Olivier de Charente. Petite idée, depuis le début de la crise et du confinement, j'ai noté ce message fréquent à la fin des courriels. Prends soin de toi et des tiens. C'est bien de cela qu'il s'agit de construire une société où l'objectif premier sera de prendre soin de soi, de tous, de la planète, et non plus de tirer profit. Ça fait écho au bouquin de Cynthia Fleury sur le soin est un humanisme. Et là, une proposition de mesure à prendre, et moi, là, celle-là, j'y suis tout à fait favorable. Marie Duron qui dit « Je propose donc que le président prenne, comme il le propose lui-même, une mesure forte. L'interdiction du versement de dividendes pour tous les exercices comptables à clore jusqu'au 21 décembre 2021, délai à discuter. » Donc, vous voyez, c'est pas bête de dire, bah, écoutez, pas de dividendes. Il faut en effet que les actionnaires laissent leur part. J'ai vu au passage, là, une remontée de 4-5%. Je suis le CAC 40 avec attention, non pas seulement pour mon action Casino et mon action EVLMH qui m'ont permis d'intervenir en assemblée générale des actionnaires, mais aussi pour voir un peu ce que ça donne. Là, il a remonté de 5%. Tu peux regarder, il était à plus 5% là, à la mi-journée. Pourquoi? Parce que l'idée qu'on injecte des centaines de milliards, la Banque Centrale Européenne injecte des centaines de milliards et Macron, il fait un cadeau, eh ben, ça fait qu'on a reçu 600 contributions. Mais bon, donc, disons que les marchés ont confiance et ils reprennent du poil de la bête en se disant, ça va être pour nous ça, puisque ça va pas être fléché, puisqu'on va pas dire quelle est la finalité poursuivie par l'économie. Enfin, Jean-Frédéric de Reloir, qui nous dit qu'il faut sacraliser les services publics en les inscrivant comme droits fondamentaux dans la Constitution, en pensant bien sûr à la santé, mais aussi à l'école. Jacques de Haute-Garonne, à propos du discours de Macron. Oui, nous devons nous interroger sur la cohérence entre ce que Macron a fait jusqu'à présent et le discours schizophrène qu'il nous livre maintenant. Sur la forme, c'est déjà très inquiétant car il semble se dissocier de ses propres agissements. Et sur le fond, peux-tu lui accorder le moindre crédit quant au changement dont il parle? Il a 3 points d'interrogation, ce qui indique quelle peut être la réponse à apporter au crédit. Alors, je peux même proposer de voter sur mon conseil de la fin. Soit c'est Paul Jorion, soit c'est l'histoire socialiste de la Révolution française, soit je parle de Boccace, de David Cameron et je raconte une histoire de cul. On fait ça? On attend de voir les commentaires. On attend de voir. Mais c'est la culture, attention, hein, parce que ça date quand même du XIVe siècle. Soit une histoire socialiste de la Révolution française, soit Paul Jorion, soit une histoire de Boccace. On prend les 5 premiers votes, on voit ce que ça donne.
J'ai hésité à la faire, l'histoire de Boccace, parce qu'un député qui raconte une histoire de cul, tu vois, ça fait pas trop, quoi. Donc, même si c'est culturel, tu vois, c'est. Donc, ah, bah voilà, tu vois. Ouais, ouais, on est pas, nos internautes sont pas différents des autres, quoi. Bon, on y va. Donc, c'est une histoire qui est racontée par Philostrato. Je rappelle le principe du Décaméron, quand même. Il faut l'ouverture culturelle. Le principe du Décaméron, c'est qu'il y a. Pourquoi on fait référence au Décaméron? Parce que ça ressemble à notre moment. Ils n'avaient pas Internet à l'époque, mais bon, c'est pendant la peste noire qui sévit à Florence en 1348. Il y a 10 jeunes gens qui décident de partir à la campagne, qui partent à la campagne ensemble, et pour pas s'ennuyer, comme ils ne peuvent pas jouer sur leur téléphone portable ou regarder des DVD, et ben tous les jours, ils se racontent des histoires. Ils sont 10, il y a 10 journées, chacun est chef une journée, et chacun fait raconter une histoire sur un thème particulier tous les jours. Et donc, là, c'est Philostrato qui raconte une histoire. Et le principe, c'est un jour où les femmes ont joué un bon tour à leur mari. Donc, il y a Peronella qui est mariée avec un maçon. Ce sont des braves travailleurs en Italie. Elle a l'air d'être assez jolie. Et donc, bon, son maçon de mari ne lui suffit pas. Et elle a séduit un jeune homme étudiant qui a l'air un petit peu plus bourgeois et tout ça. Et donc, dès que le maçon part tôt le matin pour travailler, que fait l'étudiant? Il rapplique et il se met dans le lit de Peronella. Et un jour, à peine est-il installé dans le lit que ça tape à la porte. Qui est-ce qui arrive? Évidemment, comme dans toutes les histoires, on s'en doute, c'est le mari qui débarque à la porte. Sa femme, qui a l'air de porter la culotte et d'avoir l'ascendance sur son mari, lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu dois aller travailler. Tu crois que c'est comme ça qu'on va bouffer? Elle se met à l'engueuler, à le lui jeter comme du poisson pourri en disant, on va pas réussir à vivre comme ça, et ainsi de suite. Bon. Et alors là, le mari dit, mais non, mais attends, tu comprends, c'est la Saint-Golyéo, j'avais oublié, du coup, aujourd'hui, il n'y a pas boulot, donc c'est pour ça que je reviens. Oui, ben, va chercher un autre travail à faire, parce que sinon, comment ça se fait comment on va faire pour manger? Donc, va te débrouiller. Bref, il n'est pas vraiment le bienvenu à la maison. Mais il dit, mais, ah non, j'ai oublié de dire un truc. Ah, j'ai vraiment mal raconté mon histoire. Putain. Ah, vraiment, je suis nul. J'ai oublié de dire un truc, c'est que quand le mari tape à la porte, tout de suite, elle le fait filer de son lit, l'étudiant. Elle le fait sortir de son lit. Elle lui dit, tiens, va te réfugier dans la cuve, là. Va te réfugier dans la cuve qui est dans la cuisine. Elle ne sert à rien. Va te réfugier dans la cuve. Donc, le mari, il tape, il arrive à la porte et tout ça. Il se dit, il va pas se mettre au boulot aujourd'hui. Donc, il dit, mais j'ai une bonne nouvelle. Regarde, je suis venu avec un ami et il veut nous racheter la cuve qui nous sert pas dans la cuisine. Alors, la femme, elle a l'air d'avoir de l'esprit vraiment. Tout de suite, elle réagit et elle dit, bon, bah, tant mieux, mais moi, j'avais déjà quelqu'un qui était prêt à l'acheter. Ah bon? Oui, il était en train d'observer s'il pouvait pas racheter la cuve. La cuve, regarde, viens voir. Eh ben oui, l'étudiant, elle le fait passer pour quelqu'un qui voulait déjà acheter la cuve. Combien te propose ton gars? Bah, il propose 7 louis d'or. Bah, le mien, il en propose 9. Donc, viens, c'est plutôt le mien qui va l'emporter. Donc, le mari dit, bon, bah, excuse-moi, copain, mais toi, tu peux rentrer chez toi, j'ai plus besoin de toi. Bon. Et là, le mari, il va voir dans la cuve, il est un peu bonnet, mais il va voir dans la cuve, il voit qu'il y a le jeune étudiant, Gianel, qui est là dans la cuve. Il dit, bon, bah alors, tu la prends, ma cuve? Ouais, mais je veux bien te la prendre, mais excuse-moi, mais à la fin, en bas, elle est mal récurée. Il faudrait que tu me la récures un petit coup, là, parce que je peux pas te la prendre si elle est sale comme ça. Donc, il sort de la cuve. Le mari, il va se mettre dans la cuve, il nettoie la cuve. Là, la femme, elle est en train de l'engueuler. Frotte plus par là-bas. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? L'étudiant est tranquillement en train de prendre la femme du mari pendant que la femme a la tête coincée dans la cuve. Donc voilà, ils font l'amour devant le mari et ainsi de suite. Puisque c'est une activité qui est encore autorisée par temps de confinement. Voilà, donc c'était mais il y en a plein comme ça. Boccace, c'est ça. Il ne faut pas croire qu'au XIVe siècle. Alors après, donc Boccace, c'est un auteur italien qui avait fait le Décaméron et ensuite en mode plus féministe, même si je trouve qu'au fond, c'est déjà une histoire assez féministe parce que la femme, elle est quand même très, c'est elle qui tient la culotte, c'est elle qui est maligne, c'est elle qui embarque son mari et qui le trompe au sens de comique presque du terme. Et alors, il y a un ouvrage qui s'inspire de ça, qui est l'Heptaméron. Je le dis parce que là, on a le temps de lire en ce moment. L'Heptaméron de Marguerite de Navarre. Là, elle n'a pas eu le temps d'aller au bout de son ouvrage. Qu'est-ce que c'est l'Heptaméron? Ils sont coincés. C'est un groupe de 10 personnes, à la limite Boccace, qui est coincé parce qu'il y a une montée d'un fleuve. C'est plutôt dans ton coin, dans le sud-ouest, Vincent.
dans le Sylvain, l'Adour, la truc comme ça. Ouais, vers le Garonne. Ouais, bon, je sais plus. Bon. Mais en plus, j'y suis passé une fois. Mais bon, il y a un fleuve qui monte et donc ils sont coincés. Ils sont coincés pendant 10 jours et donc ils se racontent des histoires pareilles. Et là, ce sont des histoires beaucoup plus féministes, beaucoup moins de cul, beaucoup plus courtoises qui Marguerite Navarre était une espèce de féministe de l'époque. Donc voilà, le Décameron de Boccace, c'est des histoires qui font 4 à 5 pages. Et c'est juste pour dire qu'il ne faut pas croire que les œuvres qui sont des œuvres classiques, qui sont des œuvres du Moyen-Âge, sont inaccessibles. En fait, quand on met son nez dedans, c'est tout à fait accessible. Bon, voilà. Écoutez, maintenant, puisque je vois, j'espère que tes enfants n'entendent pas François, je vais justement récupérer mes enfants. C'est pour ça que vous n'aurez pas de nouvelles de moi pendant le week-end. Je vais essayer de continuer à bosser. Pourquoi tu mets du produit là? Pourquoi? Ah, Sinon, on peut la mettre à la fin. D'accord. Et on se retrouve la semaine prochaine, peut-être lundi, mais peut-être pas lundi. Moi, donc là, l'opération sur notre bouquin, elle est vraiment lancée. Et vous pouvez continuer à contribuer. Et vraiment, l'objectif. L'Adour, c'est ça. Tu vois, j'arrivais pas à retrouver. C'est Yveline Roux. Je crois qu'elle mérite un DVD aussi pour une. C'était un jeu là, sans le faire exprès. L'Adour à Bayonne, tout à fait, c'est la rivière, c'était l'Adour où ils ont été bloqués à cause de l'heptamérone. Donc bravo. Et on se retrouve la semaine prochaine. Moi, je vais continuer à avancer sur le bouquin pendant le week-end. En gros, j'ai 6 chapitres et comme les médecins, ils ont annoncé là 6 semaines de confinement, ça devrait aller jusqu'à 6 semaines. Je devrais arriver au bout du bouquin, rupture, et qu'on puisse sortir avec une manif, allez, dans 2 mois et avec nos idées de rupture parce qu'il ne faut pas leur faire confiance pour les mettre en œuvre à notre place. Je vous remercie et puis donc à la semaine prochaine. Ciao. Merci à Cynthia, merci à Sabrina et puis merci à tous les bénévoles qui organisent ça. Merci à vous.